2019. Alors donc ce soir nous sommes en présence pour l'instant de 3 candidats, une quatrième est en retard, elle va arriver, Sonia Nafati, Madame Catherine Poggi-Aubry, Monsieur Bernard Bandiali et Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. Alors, vous avez vu peut-être sur les affiches et les tracts qu'on a distribués le thème de ce soir, qui est qu'on décide sans nous, ça suffit, dites-le, et donc le corollaire de ce thème qui est une réunion publique qui va se vouloir participative. Donc dans un premier temps, nos candidats vont faire des brèves introductions, ensuite de leurs propositions sur ce thème-là. Ensuite, Manon Aubry discutera du thème de la souveraineté populaire, qui, vous le savez sans doute, est un thème d'actualité, et notamment discuté beaucoup par les Gilets jaunes par la voix du RIC, mais également qui a été proposé à l'Assemblée nationale et refusé par, qui a été proposé par la France Insoumise et refusé par les députés En Marche. Donc après cette introduction viendra le temps des questions. Chacun d'entre vous a dû recevoir peut-être ce genre de petit papier, mais qu'on pourra redistribuer pour ceux qui ne l'ont pas, pour poser des questions ou faire des remarques par voie écrite. Et pour les autres, il y aura un micro qui va circuler dans l'assistance pour poser des questions et pareil, faire des remarques à nos candidats pour rendre donc la réunion de ce soir interactive et qu'on puisse débattre et échanger. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie à nouveau d'être nombreux. Et je donne la parole à Madame Catherine Poggi-Aubry. Bonjour, ça fait toujours drôle quand on me donne une madame. Donc, je suis donc Catherine Poggi-Aubry, je suis donc candidate sur la liste de la France Insoumise. Je vis en voisine, je suis du Var, le beau département voisin que vous connaissez tous, j'imagine. Je suis accessoirement la mère de Manon Aubry. Voilà. Je ne vais pas vous faire un long discours parce que, comme Edwige vous l'a expliqué, le but de la réunion, c'est de faire une réunion un peu vivante, un peu participative. On ne va pas vous faire un long topo sur ce qu'est l'Europe. Bernard va vous parler un petit peu de ce qu'est l'Europe, comment ça fonctionne, pour qu'on ait les idées un peu en place. Mais le but, c'est que vous posiez toutes les questions que vous avez à poser. Je vais juste vous expliquer pourquoi moi je me suis engagée, parce que bon, c'est important de savoir quelles sont les convictions des candidats qui sont là. Moi j'étais donc journaliste pendant 35 ans à Var Matin, j'étais au service reportage. Et en tant que journaliste, je pensais que je ne pouvais pas m'engager parce que je pensais que déontologiquement, on ne peut pas faire de la politique et écrire dans un quotidien. Donc j'ai attendu d'être à la retraite pour pouvoir faire ce que je voulais, à savoir me lancer vraiment dans la politique pour la défense de mes idées. Et c'est dans la France Insoumise que j'ai trouvé les idées les plus proches des valeurs qui étaient les miennes, à savoir des valeurs de partage, d'égalité, de solidarité, d'écologie. Et j'ai trouvé un programme extrêmement bien ficelé qui a été fait par tous les candidats, par tous les insoumis sur la plateforme internet. Un programme qu'on a réfléchi, qu'on a travaillé pendant des mois. J'ai trouvé une équipe aussi de 79 candidats qui sont tous plus sympas les uns que les autres, qui ont tous des convictions bien chevillées au corps. Une équipe avec des personnalités très variées. C'est pas simplement une équipe d'apparatchiks et d'un parti qui sont loin des réalités. Il y a chez nous, bien sûr, des enseignants comme partout. Il y a des retraités, il y a une aide-soignante, il y a vraiment de tout. Il y a un conducteur de train, il y a quelqu'un qui était du monde associatif, il y a pas mal de syndicalistes, il y a des défenseurs des animaux, plusieurs, qui sont très, très accros à la cause animale. On a un viticulteur, une apicultrice, enfin c'est bon, vous pouvez découvrir la liste sur le site de la France Insoumise. Et on a commencé tous ensemble depuis début décembre à faire campagne. Et on est actuellement le seul parti, le seul mouvement à avoir une campagne, à avoir une campagne, un programme et des candidats. Et donc on sillonne la France physiquement et avec aussi nos hologrammes qui font le tour des villes avec les holovannes, nos bus avec les hologrammes à l'intérieur, quand ils peuvent s'arrêter, parce que dans le département des Alpes-Maritimes, on ne peut pas dire qu'on était très bien reçus. La ville de Grasse a refusé le stationnement de l'hologramme sur la voie publique. La ville de Vence a accepté mais a coupé le son, donc on avait un cinéma muet. La ville de Tende nous a mis dans un endroit absolument impossible où personne ne passait. Enfin, c'était vraiment c'était un parcours du combattant de faire campagne dans les Alpes-Maritimes. C'est pour ça que je suis très heureuse de voir autant de monde. J'espère que tout le monde va trouver une chaise. Et de voir que bon, il y a quand même des relais pour notre programme et que vous êtes tous là. Et encore merci. La
pas parler du vin blanc. Bonsoir, merci à vous tous et toutes d'être ici présents ce soir. Moi je me présente donc Bernard Borgiali, je suis aussi donc 10e sur la liste des candidats de la France Insoumise. J'habite à Marseille, je suis conducteur de train, je suis né dans le Var en fait, finalement pas très loin d'ici, à Draguignan. Et puis j'ai voyagé par le fait du travail, j'ai suivi mes parents, ce qui était plutôt logique quand j'étais petit, donc vous aurez compris que j'ai pas un accent qui chante comme le vôtre. Néanmoins, mon cœur a toujours chanté parce que je me suis toujours senti bien à chaque fois que je suis revenu ici dans le Sud. Et désormais, j'y suis ancré et ça, pour moi, c'était très important. Mon métier, conducteur de train, ça fait que je viens à votre rencontre ici à Nice avec mon train parfois. Et c'est aussi une manière de découvrir la région. Et c'est un métier auquel je suis attaché parce que c'est un métier de service public. C'est un métier qui est fortement attaqué, vous le savez tous et toutes. On a mené des batailles immenses et je pense qu'on continuera à mener des batailles. Ça va être aussi la question qui va se poser ce soir sur les combats qui sont menés. Et moi je suis très heureux en fait d'être de cette filiation, de ce corps social qui a toujours combattu fièrement contre les attaques qui ont été menées. Évidemment, pour pouvoir gagner des batailles, il faut qu'on soit en ordre de bataille. Et ce qui nous a manqué, je pense, dans notre histoire du syndicalisme, c'est un ancrage politique avec les immenses trahisons qu'on a dû subir à gauche, ou en tout cas de ceux qui s'en revendiquaient. Et donc du coup, il y a eu un abandon de toutes celles et ceux qui ont mené comme ça ces bagarres syndicales dans différents corps sociaux, dans différentes entreprises, au point qu'il n'y avait plus les relais politiques. Donc s'il y a une aspiration qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de pouvoir réintégrer dans l'ensemble des institutions de la République et d'Europe les valeurs humanistes que l'on défend tous et toutes, pour qu'à chaque fois qu'il y a un combat qui soit mené, qu'il soit politique ou syndical, on trouve les relais à tous les étages. Et je pense que ça, c'est très important. Alors ce soir, nous allons parler du premier des combats. Et ce mot combat, il nous parle parce que c'est un petit peu la génétique de ce que l'on est, nous, les insoumis, les insoumises, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on doit aller chercher quelque chose, on ne va jamais nous le donner. On va toujours nous expliquer que quand on va s'adresser notamment aux plus riches d'entre nous, à chaque fois qu'on pense qu'il est utile qu'il y ait un partage des richesses, ils nous répondent que c'est confiscatoire. Eh bien la réalité aujourd'hui, c'est que c'est eux qui ont rendu ce monde confiscatoire à la plus grande majorité d'entre nous. Et aussi notamment dans le monde politique. C'est pour ça que cette liste de la France Insoumise, elle est importante aujourd'hui. Parce qu'elle représente l'ensemble de ce qu'est notre société en réalité. Que ce soit des travailleurs du bas niveau, que ce soit des gens qui sont sans emploi ou d'autres qui sont des intellectuels. En tout cas, ça représente la société dans laquelle on se trouve et celle qui a été largement confisquée du monde politique. Et ça, je pense que c'est un signal fort qu'il faut lancer à l'ensemble des concitoyens et des concitoyennes. Donc le premier combat, c'est celui-là. Face au verrouillage du jeu politique, mettons la souveraineté du peuple au cœur de l'Europe. Vous savez, aujourd'hui, Edwin l'a introduit tout à l'heure dans son discours, c'était le moment de la niche parlementaire des députés de la France Insoumise. Et il a été présenté le RIC. C'est ce RIC qui est emporté par les Gilets jaunes, rejoint totalement ce que nous avons construit dans l'objectif et dans l'espoir de construire la 6ème République, un référendum d'initiative citoyenne, et d'aller beaucoup plus loin jusqu'au référendum révocatoire. Eh bien aujourd'hui, il a été rejeté sans débat. Voilà ce qu'est la réalité des gens que nous avons en face de nous, et voilà le premier combat que nous allons mener, c'est le combat de cette souveraineté populaire. Et je vous dis qu'il y a un homme qui a dit en Europe, il a dit beaucoup de sottises, mais il a fait surtout beaucoup de mal, il s'appelle Juncker, il est le président de la Commission européenne, et il a dit qu'il n'y aura pas de démocratie en dehors des traités. Et on s'est même rendu compte d'une dérive encore plus grave, c'est que même à l'intérieur des traités aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie si on laisse ces gens continuer à nous priver de pouvoir faire de la politique. C'est donc ça le combat qu'on veut mener, nous, la France Insoumise, et la raison pour laquelle moi j'ai décidé en tout cas de faire le pas du citoyen, du syndicaliste engagé, à peut-être demain, et je l'espère du fond du cœur, l'homme politique qui travaillera avec une équipe et sans transiger, sans jamais renier qui on est et d'où on vient, parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est de remettre les choses à leur place. La politique, c'est pas un métier, c'est une fonction qui nous est donnée, et on doit rendre compte de son mandat. Et il ne faut pas avoir de défiance vis-à-vis du peuple, il faut juste avoir confiance en lui. Et si on lui fait confiance, il nous la rendra systématiquement. C'est en tout cas l'action que j'ai menée pendant 20 ans dans le syndicalisme, ça s'est toujours très bien passé, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Donc évidemment, la souveraineté, il faut faire très attention parce que vous savez qu'on a des adversaires féroces, et ils sont ici, très installés dans le Sud. Ce qu'ils appellent eux la souveraineté, c'est parfois ce qui est en réalité chez eux, dans leurs mots et dans leur bouche, et dans ce qu'ils visent, du nationalisme. Nous, c'est pas de ça dont nous parlons. Nous, c'est la souveraineté du peuple, de sa capacité à décider pour lui-même, et d'imposer ses choix.
et d'ouvrir ses portes, et d'ouvrir l'ensemble des rêves qu'il peut porter sur toute la zone de l'Union européenne et de faire contagion de partout où on peut le faire. Parce que c'est ça, les jours heureux. C'est pouvoir compter sur un peuple qui est libre de décider pour lui-même. Et il est capable de fixer ses règles. C'est la raison pour laquelle nous irons vers une constituante quand nous aurons pris le pouvoir. Donc voilà ce qu'est pour nous la souveraineté. Évidemment, ça mérite d'être tout ça détaillé, d'être enchaîné, qu'on puisse en discuter plus en profondeur. Et Manon va s'arger de le faire. Mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui je me sens bien. J'ai franchi ce premier pas de sortir de ce monde syndical, toujours dans mon travail, et de me dire que demain je puisse me retrouver avec des responsabilités. Pendant un moment, ça fait beaucoup réfléchir, parce que sur le moment on est enthousiaste, et puis quand on voit le poids de ce que ça représente, surtout quand on voit nos camarades, les 17 députés de la France Insoumise, la manière dont ça les a absorbés et la façon dont il faut remarquer que quand on prend nos mandats, on les prend sérieusement, c'est-à-dire qu'on ne part pas se promener, on n'est pas absent des commissions, parce que ça aussi, ça sera un marqueur essentiel du combat que nous devrons mener, c'est d'être dans les sessions, d'y être présent et d'être combatif. Voilà ce pourquoi moi je m'engage, j'y crois, et franchement ce soir, de vous voir toutes et tous ici aussi nombreux, ben moi j'ai chaud au cœur, et je vous remercie. C'est toujours difficile de passer après Bernard, tellement il a de la fougue et de la conviction. Donc j'espère que je serai au moins à sa hauteur. Merci de nous accueillir. Je suis ravie d'être ici. Je suis un peu émue parce que, comme vous le savez, je suis de la région. Et puis quand on se baladait tout à l'heure avec Roselyne dans Nice, en fait, c'était un peu un pèlerinage sur les parcours de manifs quand j'avais 16 ans et qu'on faisait les manifs contre la loi CPE. Donc c'était toujours la même chose, on faisait les manifs à Saint-Raphaël, Saint-Raphaël, grande terre de l'extrême droite, et puis à Fréjus. On récoltait comme ça les gens d'un lycée puis l'autre, puis après on prenait le train, le fameux train, et on arrivait à Nice, et puis après on avait toujours le même parcours, où on descendait jusqu'à la place Masséna. Et donc c'est toujours un peu particulier de revenir sur ces terres-là, surtout que j'ai finalement pas eu tant d'occasions que ça de revenir à Nice. Et en fait, il y a une autre chose qui s'est passée, c'est que j'ai dit ça tout à l'heure à Roselyne. Quand je suis arrivée à l'hôtel, je lui ai dit « Mais Roselyne, cet hôtel, il me dit quelque chose. » Je suis sûre d'avoir déjà fait une réunion ici. Et en fait, et je me suis souvenue après, la réunion que j'avais faite ici, c'est une des rares réunions politiques que j'ai faites de toute ma vie. Vous savez sur quoi c'était ? Sur le traité constitutionnel européen, c'était en 2005. Je crois que la boucle est bouclée. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre pour moi de revenir ici à Nice et vous parler de souveraineté populaire, de l'Union européenne, alors que le point de départ du bafouement de la souveraineté populaire, c'est justement ce vote qui a été bafoué en 2005 et qui est la source de mon premier engagement politique. Je parle ici bien sûr du traité constitutionnel européen, qui montre à quel point la souveraineté populaire a déjà été à maintes reprises bafouée en Europe, et qui explique aussi pourquoi peut-être les peuples européens ont un désaveu de plus en plus fort vis-à-vis de cette institution européenne. Et je trouvais ça marrant de vous raconter cette anecdote parce qu'en fait je trouve que ça résume assez bien les enjeux de la souveraineté populaire en Europe. Et donc, si aujourd'hui la souveraineté populaire, pardon, je me rends compte que j'ai vraiment plus beaucoup de voix, c'est le problème d'enchaîner les réunions publiques. Et parfois on fait des réunions publiques où il y a plus de monde que prévu et on parle sans micro et donc ça finit sans voix, donc désolé pour ça. Mais Bernard en a parlé, la souveraineté populaire c'est en effet le premier de nos combats. On a défini le programme de la France Insoumise pour les élections européennes selon 12 combats. Et ce n'est pas un hasard si on a mis la souveraineté populaire comme le premier de ceux-là, parce qu'on ne pourra pas changer les institutions européennes, on ne pourra pas mettre en œuvre la transition écologique, lutter contre l'évasion fiscale, si finalement le peuple que nous sommes, nous nous réapproprions pas les institutions européennes, et donc si on ne met pas la souveraineté populaire au cœur de notre projet européen. C'est aussi la revendication première des Gilets jaunes. Et c'est pas un hasard, quand on entend les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent ? Et on pourra passer la parole à monsieur avec son gilet jaune. C'est un partage du pouvoir et un partage des richesses. Partage du pouvoir,
c'est dire en fait, nous, peuple, on existe. On existe en tant qu'entité et on n'existe pas une fois tous les 5 ans pour aller voter pour les élections présidentielles. On existe aussi pour faire des propositions de loi. On existe aussi pour révoquer les élus. Bref, nous sommes là et nous demandons à exister. Et finalement, cette revendication première des Gilets jaunes, elle en dit long sur la crise démocratique que l'on vit aujourd'hui. Mais je pense, et elle me donne aussi une source d'espoir, elle en dit long sur le potentiel que ce peuple en mouvement peut avoir en matière de changement institutionnel. Malheureusement, je vous le disais, la souveraineté populaire, elle a été longtemps bafouée. Elle a été bafouée avec ce vote de 2005 qui a été... Et c'est là où on fait une catastrophe. C'est rien, c'est de l'eau, rien de grave. Je pense que c'était un geste d'Emmanuel Macron contre le bafouement de la démocratie. Donc, je vous le disais, le vote en 2005, c'est le 55% de non. Et donc, on aurait pu penser que ça aurait pu mettre un frein définitif à ce traité tel qu'il était proposé. Mais il est dégagé par la petite porte, il est revenu par la fenêtre. Revenu par la fenêtre avec sous une autre forme, malgré l'engagement de François Hollande à ne pas revenir sur ce vote et qui a abouti à l'adoption de ce traité sous une autre forme, le traité de Lisbonne, mais dont le contenu est assez similaire. Et donc, mépris de la souveraineté populaire en France, mais on n'est pas le seul pays. Il y a l'Irlande aussi. Toutes les bouteilles d'eau vont tomber, c'est un signe. En Irlande aussi. En Irlande, ils avaient aussi voté non contre ce même traité constitutionnel européen. Ils avaient dit non pour des raisons similaires aux nôtres. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est que, un peu comme en France, ils se sont dit non, attendez, c'est ça ou le chaos. Comme s'il n'y avait pas d'autre construction européenne. Comme si refuser ce traité, c'était nécessairement être anti-européen. Je ne suis pas anti-européenne, je veux juste une Europe solidaire, sociale, écologique, pas une Europe de la compétition. J'ai appris dans les livres d'histoire, parce que j'étais pas née quand la construction européenne est née, et on nous avait promis cette Europe de la coopération. Et c'est devenu une Europe de la compétition. Et donc, en Irlande, ils ont été encore plus loin, ils ont refait une nouvelle campagne pour ce référendum, une nouvelle campagne où le gouvernement a vraiment présenté ça comme c'est ça ou le chaos. Et puis Intel, des entreprises sont venues à la rescousse finalement de l'État irlandais. Des entreprises comme Intel, donc la grande marque informatique, a dépensé plus de 200 000 euros. On a d'autres entreprises comme Ryanair que tout le monde connaît, qui a dépensé plus d'1 million d'euros. Et Ryanair, ils sont même allés jusqu'à floquer un de leurs avions pour inciter à voter oui pour ce traité. Et donc ça en dit long sur la confiscation du jeu démocratique. Ce qui en dit long aussi sur la confiscation du jeu démocratique, c'est que le Parlement européen tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle, en fait les décisions elles sont prises souvent à travers un compromis entre les sociodémocrates et la droite européenne, à travers le parti européen qui s'appelle le PPE. Mais en fait, le fait que cette espèce de boulga, je vais y arriver à le dire, décide ensemble et fait fi des engagements pris devant les électeurs, et fait fi aussi de la logique politique qui devrait prévaloir sur des accords d'appareil. Prévaloir, décidément. Et ça montre à quel point, en fait, on s'assoit sur la souveraineté populaire. On s'assoit sur la souveraineté populaire parce que finalement, ceux qui nous gouvernent, et ça conduit aussi au désaveu vis-à-vis de la politique, on se dit, finalement, le PPE comme les socialistes, c'est tous la même chose. C'est peut-être tous la même chose, mais nous, à l'heure actuelle, nous avons un eurodéputé avec Younous Omarjee et Emmanuel Morel qui a rejoint alors un groupe de 2 députés sur 700 eurodéputés. Nous, on n'a pas eu la possibilité de peser véritablement sur les décisions politiques. Et d'ailleurs, les journalistes me posent régulièrement la question, mais pourquoi voter? De toute façon, vous, les eurodéputés insoumis, vous irez négocier avec personne. Ah bah oui, mais sauf que si on est nombreux, nous allons peser dans le jeu démocratique. Et sortir de ces alliances de façade entre le PPE et les sociodémocrates qui, demain, dans le nouveau Parlement européen,
n'auront plus la même majorité et ne seront plus en capacité de décider tout seuls. Et donc nous peserons dans le jeu démocratique aussi parce que nous aurons davantage d'élus. Et les conséquences de ce désaveu de la souveraineté populaire qui est bafouée en Europe, je vous le disais, c'est aussi une colère qui montre à l'encontre des politiques. Franchement, dès que vous parlez de politique avec les gens, ça doit vous interpeller. Quand on discute avec nos proches, nos voisins, nos amis, moi-même, quand j'ai dit que je m'engageais en politique, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère ?» Je vous rassure, je le vis très bien. Et je vous rassure, c'est tous les jours je me lève en me disant que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix parce que la politique n'appartient pas qu'aux professionnels. La politique n'est pas réservée qu'à ceux qui viennent du sérail. Et oui, on peut s'appeler Bernard, Catherine, Manon ou Sonia et n'avoir jamais fait de politique avant et un jour décider de se dire qu'on peut se réapproprier les outils démocratiques et que face à la colère aussi qui peut peser et le ressenti populaire vis-à-vis de la confiscation des décisions politiques, la meilleure réponse à apporter, c'est finalement reprendre le pouvoir collectivement sur notre destin. Parce que la souveraineté populaire, c'est le cœur même du débat politique. La souveraineté populaire, c'est un mot qui fait souvent peur dans la classe politique et pourtant, c'est le sens de la Révolution de 1789, c'est le sens même du débat politique qui doit donner une traduction concrète aux aspirations populaires dans des projets de loi, dans des choses que l'on va défendre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la souveraineté populaire ? Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte européen ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Deux choses essentielles. D'abord, faire sauter les verrous institutionnels qui existent en Europe. Bernard a parlé du référendum d'initiative citoyenne. C'est une idée qui est absolument pas neuve, qui a en effet été défendue par un certain nombre de penseurs, d'intellectuels, mais aussi par la France insoumise depuis très longtemps. C'est une idée qui a été défendue par les Gilets jaunes. Et le référendum d'initiative citoyenne, c'est finalement avoir un contrôle régulier sur les élus. On vous élit, mais demain, on pourra vous révoquer si vous ne tenez pas vos promesses. Je pense à une certaine personne qui disait « mon ennemi, c'est la finance », ou à certains députés qui le disaient. C'est aussi avoir la possibilité de faire des propositions de loi. La force du mouvement associatif, par exemple. Moi, j'ai travaillé jusqu'à présent, dans ma courte carrière, j'ai travaillé uniquement dans le mouvement associatif. Et nous portions au quotidien des propositions dont nous savions qu'elles ont un écho dans la population. Je vous donne un exemple très concret. Dans la lutte contre l'évasion fiscale sur laquelle j'ai travaillé pendant des années, il y a plein de solutions qui existent. On nous fait croire sans cesse que finalement l'évasion fiscale c'est un peu une fatalité et qu'on ne peut pas agir contre l'évasion fiscale, comme si les multinationales avaient déjà gagné la partie. Il existe des solutions. Une proposition simple, une liste de paradis fiscaux qui soit crédible. Parce qu'il existe une liste de paradis fiscaux. Cette liste de paradis fiscaux, elle comporte que 7 États en France, plus 5 États au niveau européen. Donc elle comporte des États comme les îles Samoa, comme le Botswana, mais aucun paradis fiscal notoire. Pas d'Irlande, pas de Luxembourg, pas de Jersey, pas de Guernesey, pas d'îles Caïmans, pas de Bermudes, pas de Bahamas. Bref, la liste est longue de pays qui devraient figurer sur cette liste et qui n'y figurent pas. Pourquoi ne ferions-nous pas une proposition citoyenne, une proposition de loi, puisque les députés qui sont censés nous représenter, qui prétendent à longueur de journée lutter contre l'évasion fiscale, si ceux-ci veulent vraiment lutter contre l'évasion fiscale, qu'ils écoutent les aspirations populaires, ceux qui en ont marre de payer à la place des grandes entreprises multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôts, qu'ils écoutent la volonté populaire, que l'on fasse une proposition de loi et qu'ils l'adoptent. Sauf que le référendum d'initiative citoyenne n'existe pas en France. Bernard en a parlé. Ça prend tout son sens qu'on fasse cette réunion le jour de la niche parlementaire de la France insoumise. La niche parlementaire, c'est le jargon technique pour dire que c'est le jour réservé de l'année où les députés de la France insoumise à l'Assemblée nationale peuvent faire cette proposition. Ils l'ont faite. Un référendum d'initiative citoyenne pour proposer des lois, proposer de changer la Constitution, pour révoquer des élus. Qu'a répondu le pouvoir ? Déni, dénigrement. On balaye de la main. Parce que quand même, et ça je voulais vous le dire, un de leurs arguments,
c'est que si on donnait le pouvoir au peuple, on aurait des propositions de loi farfelues, voire même le mot a été utilisé, dangereuses. Qu'est-ce que ça veut dire? On a peur du peuple? On a peur des volontés populaires? On a peur de ce que nous tous ici dans cette salle demandons? On a peur du progrès social, fiscal, écologique qui en ressortirait? Voilà de quoi a peur aujourd'hui le gouvernement. Et cela, ça a aussi son importance au niveau européen. Parce qu'au niveau européen, il existe ce qu'on appelle une ICE, Initiative citoyenne européenne. Une forme de référendum d'initiative citoyenne qui est prévue dans le droit européen. Ça a des conditions, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes d'un certain nombre de pays signent cette initiative citoyenne européenne. Mais ils sont suffisamment malins et intelligents pour avoir prévu la possibilité de cette initiative citoyenne sans donner l'obligation à la Commission européenne de donner une suite. Concrètement, on peut se mobiliser, nous tous ici, dans les 27 pays européens, faire une proposition de directive européenne, et que peut faire la Commission européenne? S'asseoir dessus. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y a eu des propositions, des initiatives citoyennes européennes. En 2012, sur le droit à l'eau, plus d'1,7 million de personnes en Europe ont signé cette pétition pour que soit inscrit le droit à l'eau et à l'assainissement, pour que notamment le droit à l'eau soit un droit d'accès universel et gratuit, que partout où nous soyons sur le territoire européen, nous puissions avoir un accès à l'eau gratuit. D'ailleurs, la même Irlande, avait proposé que ce soit dans son droit national, et elle avait eu des remontrances de la Commission européenne parce que non, l'accès à l'eau doit être libéralisé, doit être privatisé. Et donc, vous voyez où je veux en venir. La Commission européenne interdit à l'Irlande de rendre l'accès à l'eau comme un droit universel et en même temps bloque une demande citoyenne signée par plus d'1 million de personnes en Europe demandant de faire du droit à l'eau un droit européen, un droit d'accès universel. C'est non seulement grave pour l'accès aux biens et services universels comme l'eau, mais c'est grave de bafouement des aspirations populaires dans une grande démocratie européenne que devrait être l'Union européenne. Un autre exemple d'un sujet dont on parle beaucoup, le glyphosate. Il y a eu assez récemment une ICE qui a une initiative citoyenne européenne signée par plus d'1,2 million de personnes là aussi. Des gens qui demandaient l'interdiction immédiate du glyphosate en Europe. Là, c'est encore pire que ça. L'Union européenne, ou plutôt la Commission européenne, a dit « Votre initiative citoyenne, elle n'est pas recevable ». Et donc, les mandataires de cette pétition, des associations, des ONG, dont je veux saluer aussi ici le travail, parce que, en l'occurrence, Oxfam n'était pas impliqué, donc je peux le faire d'autant plus volontiers que c'était pas mon ONG. Eh bien, ces associations ont attaqué la Commission européenne devant le tribunal de l'Union européenne. Et elles ont gagné. Donc la Commission européenne était obligée d'accepter cette initiative citoyenne. Mais elle était obligée de l'enregistrer, mais pas de lui donner une traduction politique. Et donc, l'initiative citoyenne européenne, c'est une belle idée. C'est une belle idée pour traduire les aspirations populaires. C'est une belle idée pour donner un débouché politique, sauf qu'il faut rendre obligatoire à la Commission européenne d'y donner suite. Ça fait partie des propositions que l'on porte, ça fait partie des combats que l'on aura demain au Parlement européen. Ensuite, si l'on veut aussi changer les institutions, si l'on veut faire de la souveraineté populaire en Europe, il faudra renforcer le périmètre d'action des élus. Renforcer le périmètre d'action des élus parce que je ne sais pas si vous le savez, en tant que parlementaire européen, dans cette belle démocratie de l'Union européenne, demain, si nous sommes élus, nous n'aurons pas le pouvoir de proposer une directive européenne. Dans toutes les démocraties du monde, les représentants du peuple, les élus, peuvent proposer des lois. Vous allez me dire, c'est le principe même de la démocratie élémentaire. Eh bien non. Dans l'Union européenne, les seuls à pouvoir proposer des directives, donc ces lois européennes, c'est la Commission européenne. Et qui est la Commission européenne?
c'est Jean-Claude Juncker, c'est Pierre Moscovici. Ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui peuvent être respectables à titre personnel, quoique j'ai des doutes pour Monsieur Juncker, qui quand même était à la tête du Luxembourg, et Moscovici aussi, qui était à la tête du Luxembourg au moment du plus grand scandale d'évasion fiscale qui a impliqué le Luxembourg, le LuxLeaks. Et donc, c'est la Commission européenne qui seule a le pouvoir de proposer des directives européennes. Là, on voit à quel point les règles de l'Union européenne n'ont pas été faites pour traduire la souveraineté populaire et à quel point il y a un problème à la racine même. Il y a aussi une difficulté pour contrôler le pouvoir législatif, pour contrôler le pouvoir de l'exécutif européen, notamment de la Banque centrale européenne, qui joue un rôle prépondérant mais complètement indépendant, et sur lequel le pouvoir politique, les élus représentants du peuple, n'ont pas de prise. Et pourtant, la Banque centrale européenne est importante. C'est elle qui crée la monnaie. C'est elle qui gère, en quelque sorte, les marchés financiers. Et donc, qui limite aussi notre action et notre marge de manœuvre dans la relance par l'emploi, dans l'investissement, dans la transition écologique. Et donc, nous pensons qu'il faut élargir le périmètre de la décision des élus au niveau européen pour traduire cette souveraineté populaire. Ça, ce sera complexe parce que ça nécessite un changement des règles du jeu et j'y arrive juste après pour vous dire comment. L'autre verrou qu'il faudra faire sauter et l'autre difficulté, c'est qui limite aujourd'hui le pouvoir d'action des élus européens, c'est limiter le pouvoir du marché. Le pouvoir du marché, c'est le pouvoir des grandes entreprises multinationales, celles des lobbies qui sont présents à chaque coin du Parlement européen. Moi, je peux vous le dire dans mon expérience personnelle, quand je travaillais à Oxfam et qu'on se battait pour des directives de régulation pour lutter contre l'évasion fiscale, combien d'anecdotes j'ai à vous raconter sur des directives que l'on tenait. Quand je vous dis l'on tenait, c'est jusqu'à une heure avant, on pensait qu'on avait la majorité. Eh bien, après l'action tenace de lobbies très importants, très structurés et qui ont un pouvoir immense au sein des enceintes européennes, eh bien nous avons perdu des votes à quelques voix près et la faute en incombe directement aux lobbies. Notre pouvoir est capturé par les lobbies et notre pouvoir est aussi capturé par le marché, parce que finalement en menant des politiques libérales, en laissant les hôpitaux, en laissant peut-être demain, je sais pas, nos écoles, en laissant déjà bientôt dans une certaine mesure nos gares et nos trains au service, en l'abandonnant du service public et en le laissant au secteur privé et au marché, c'est finalement un abandon de souveraineté populaire. C'est abandonner nos biens les plus fondamentaux au marché. Et donc, en cela aussi, c'est un abandon de souveraineté populaire. Et donc, une des solutions pour remédier à cela, c'est aussi défendre des règles budgétaires et des mécanismes de contrôle des budgets qui fait que nous maintiendrons nos services publics et nous pourrons investir massivement dans ceux-ci pour les protéger du marché. Parce que défendre la souveraineté populaire, c'est aussi défendre nos services publics vis-à-vis du marché. Mais pour tout ça, je vous le disais, il faut être cohérent. Cohérent, ça veut dire être conscient des difficultés et des verrous qui sont imposés au sein de l'échelle européenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la France Insoumise, nous sommes le seul mouvement politique à remettre en cause les règles du jeu en Europe et avoir un plan pour les changer. Et pour cela, c'est changer les traités européens. Sortir de cette situation actuelle qui, de toute façon, nous emmène tous dans le mur parce que produit du désaveu vis-à-vis des peuples européens. Les traités européens qui peuvent paraître hyper techniques nous empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, empêchent d'investir massivement dans la transition écologique parce que maintiennent une règle inique des 3% et d'une règle austéritaire qui aussi met en péril nos services publics. Ces traités européens aussi limitent notre action pour faire du protectionnisme solidaire. On en parlait lors d'une réunion publique hier à Grasse. Et avoir la possibilité de mettre, par exemple, en place une taxe kilométrique pour faire en sorte que le marché arrête de favoriser des produits qui viennent de l'autre bout du monde, du lait bientôt de Nouvelle-Zélande qui terminera dans nos céréales avec du glyphosate d'ailleurs, qui viendra de Nouvelle-Zélande parce qu'un nouveau traité est en train d'être négocié avec la Nouvelle-Zélande,
Comment se fait-il que le marché traite de la même manière, voire même avantage des produits qui sont produits à l'autre bout du monde, qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales et qui en plus polluent la planète pour arriver jusque notre marché. Le rôle de l'Union européenne devrait être de nous protéger et de faire en sorte de favoriser ces produits qui sont produits localement, qui respectent des normes sociales et des normes environnementales. Voilà les difficultés auxquelles nous faisons face à l'heure actuelle dans le cadre des traités actuels. Mais c'est pour ça que nous pensons que nous pouvons changer ces règles du jeu. Changer ces règles du jeu, c'est changer les traités européens. Alors je vais être honnête avec vous les amis, et je sais que c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Nous, demain, au Parlement européen, nous ne pourrons pas changer les traités du jour au lendemain. Mais nous construirons cette alternative en Europe qui montrera que nous aurons la possibilité avec nos alliés européens dans le cadre de l'Alliance Maintenant le Peuple, avec Podemos en Espagne, avec le Bloco au Portugal. Nous construirons cette alternative pour montrer que les traités européens peuvent être changés. Et pour vous en convaincre, dites-vous que ces traités ne sont pas inscrits dans le marbre. Il y a eu en moyenne, ces dernières années dans la construction européenne, des nouveaux traités tous les 5 ans. Est-ce que la règle inique de l'austérité budgétaire qui veut limiter nos déficits à 3%, elle n'est pas inscrite ad vitam aeternam dans le ciment, dans le marbre. Nous pouvons changer ces règles. Pour changer ces règles, il faut s'en donner les moyens. Et nous voyons aussi cette élection européenne comme un caillou posé à la fois face à la politique actuelle menée en Europe, mais aussi un caillou pour faire une montagne dans le cadre de l'alternative que nous créerons au niveau européen. Et donc, c'est pour ça que nous avons cette stratégie de plan 1 et plan B. Qu'est-ce que nous voulons dire avec le plan A et plan B sur les traités européens? Nous voulons dire que aujourd'hui les traités nous empêchent ce progrès social, fiscal, finalement de faire une Europe solidaire et écologique dont je vous parle ici et de respecter les aspirations populaires. Donc nous disons, ces traités n'étant pas inscrits dans les marbres, on peut les changer tous ensemble. Parce que nous sommes la France et que nous pesons 18% de l'économie européenne. Parce que nous pouvons peser dans les débats européens, parce que nous avons appris des échecs de la Grèce aussi. Donc plan 1, nous changeons ces traités tous ensemble. Si l'Allemagne et d'autres États importants ne veulent pas changer ces traités, eh bien nous disons haut et fort que nous allons désobéir aux règles iniques qui nous sont imposées et que oui, demain, nous ne respecterons pas la directive sur le travail détaché parce que c'est injuste. Que oui, demain, nous ne respecterons pas la liste européenne de paradis fiscaux qui n'a aucun sens et qui ne liste pas le Luxembourg et l'Irlande. Et oui, nous aurons le courage de lister ces pays comme des paradis fiscaux. Oui, demain, nous mettrons en place de la taxe kilométrique à nos frontières pour faire en sorte qu'on arrête ce grand déménagement du monde, qu'on arrête de faire venir de l'autre bout de la planète des produits qui sont produits ici, en respectant des normes sociales et environnementales, parce que finalement tout ça, ce qui nous l'impose, c'est la souveraineté populaire. Et c'est à ça qu'on voit qu'on a la meilleure mère du monde, qui a les meilleures intentions même dans ces cas-là, et qui m'apporte un peu d'eau avant que je déçoive complètement. Avant que je m'étouffe de passion, de conviction, vous l'avez compris bien sûr. Pour en finir, pour ce qu'on veut dire par souveraineté populaire, finalement pour nous la souveraineté populaire c'est plusieurs choses. C'est faire en sorte que ce sont des élus qui respectent leur mandat et qui ont les moyens de les mettre en œuvre, qui font face à un contrôle démocratique de la part du peuple et des citoyens, mais qui ont aussi un moyen de les mettre en œuvre, parce que on pourra élargir aussi les compétences des députés européens pour faire en sorte qu'ils puissent légiférer sur ces sujets majeurs sur lesquels nous avons encore aujourd'hui des verrous démocratiques. C'est aussi penser le temps long, là où le marché nous impose de penser le temps court. Et oui, quand nous sommes des élus, a fortiori quand on est comme moi et qu'on a 29 ans, on est obligé de penser le temps long,
de penser la société et la planète de demain, de penser la préservation des services publics sur le long terme, de penser la préservation de la planète sur le long terme. Et donc, alors que le marché par essence, c'est le court terme. Et que finalement, l'austérité, c'est un peu l'organisation par la puissance publique de sa propre impuissance. Et nous pensons que la souveraineté populaire impose aussi que l'on reprenne le pouvoir sur ce système et que l'on change les règles. La souveraineté populaire, c'est aussi indispensable pour une vraie société écologique, pour faire la transformation écologique, parce que seule la puissance publique aura aussi le pouvoir et la possibilité de préserver notre planète. On ne peut pas penser que c'est le marché qui va régler le problème de la transition écologique, parce que le marché est précisément le problème qui nous a menés au changement climatique. Et donc il faudra reprendre le pouvoir sur le marché si l'on veut s'attaquer véritablement à la transition écologique. La souveraineté populaire, c'est aussi écouter la voix de tout un chacun sur une zone comme la Côte d'Azur. À chaque fois que je reviens ici, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir un littoral si bétonné, d'avoir un littoral si détruit pour une économie du tourisme qui est mal pensée, qui détruit notre écosystème. Il se trouve que dans la famille, on a des origines corses, et qu'à chaque fois que je retourne en Corse, je me dis qu'on est capable de préserver le littoral et qu'on est capable aussi d'avoir des règles communes au niveau européen, parce que quand vous regardez les littoraux européens, regardez la Croatie, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller en Croatie, qui est en train de prendre le modèle de la Côte d'Azur, qui bétonne à tout va les littoraux, qui détruit nos écosystèmes. Donc, parmi les propositions que l'on portera aussi, c'est que l'on puisse agir en la matière. L'Union européenne a la compétence, mais il n'y a jamais eu de directive européenne qui s'intéresse à la protection du littoral. Ensuite, une Europe souveraine, et exprimer la souveraineté populaire, c'est aussi une Europe solidaire. Une Europe solidaire vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis des exilés et des migrants qui traversent la Méditerranée. On est bien placé pour le savoir ici, à Nice, et plus généralement sur la Côte d'Azur, au péril de leur vie. Et que la souveraineté, c'est aussi notre capacité à agir collectivement et à penser notre rapport au monde. À penser notre rapport au monde et notre responsabilité vis-à-vis des personnes qui mettent leur vie en péril pour traverser la Méditerranée, mais souvent avant traverser les déserts, traverser un certain nombre de pays pour avoir un espoir meilleur. Et je vous le dis parce qu'il y a souvent une mauvaise compréhension sur les questions migratoires. On nous dit un jour qu'on est irresponsable parce qu'on veut accueillir tout le monde. Au passage, je mets en contexte cette affirmation. Aujourd'hui, les migrants représentent 0,2% de la population européenne, relative à la crise migratoire. Mais c'est aussi, pour ces migrants, les accueillir dans des conditions dignes. Moi, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans différents pays d'Afrique et dernièrement en République démocratique du Congo. J'ai croisé sur ma route beaucoup de personnes qui avaient caressé l'espoir de s'exiler en Europe. Et s'exiler n'est jamais un choix. Jamais on ne fait le choix de quitter son pays, de traverser, marcher, prendre des bateaux au péril de sa vie et souvent de sa famille. Jamais on ne fait ce choix-là si on n'est pas obligé face aux conditions difficiles dans lesquelles on vit. Et notre humanité la plus élémentaire doit nous imposer d'offrir des conditions de vie dignes pour à l'accueil et à l'arrivée de ces migrants, mais aussi de se donner les conditions d'agir sur les causes profondes de la misère. Et donc c'est la vision double et les deux jambes sur lesquelles nous marchons à la France insoumise. Mais une fois que ces personnes sont arrivées sur le sol européen, il faut arrêter de fermer les frontières, arrêter de leur faire vivre la pire souffrance, arrêter aussi d'enfermer des mineurs dans des camps de rétention. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. C'est écrit sur le fronton de nos mairies certains principes élémentaires de liberté, égalité, de fraternité. La fraternité,
C'est là un principe essentiel en matière de droits de l'homme et qui est bafoué tous les jours. Et qui a fait de la Méditerranée un tombeau, un cimetière. Plus de 2200 personnes qui sont décédées en Méditerranée parce qu'aujourd'hui, plus aucun bateau ne leur vient en assistance. L'Aquarius, le dernier bateau qui œuvrait sur la Méditerranée, a dû fermer, n'a plus levé l'ancre malheureusement. Et donc ce sont des personnes que l'on refuse d'assister. Et que fait l'Union européenne face à ça? Elle ferme les yeux. Pire encore, elle met en place un dispositif qui s'appelle Frontex. Alors vous avez avec Frontex plus de 320 millions d'euros, 26 navires, 6 avions, 4 hélicos. Ah ouais, super efficace. 2200 morts en Méditerranée. C'est ce bilan aussi qu'ils devront affronter à travers cette élection européenne. C'est la misère humaine dont ils sont responsables à laquelle ils devront face. C'est aussi notre appel à la dignité que nous ferons pendant cette élection européenne. En particulier dans une zone, ici, à Nice, mais aussi dans la vallée de la Roya, qui a montré que l'humanité, les humains que nous sommes, oui, nous sommes fraternels. Non, accueillir 2000 migrants, 5000 migrants, 10 000 migrants ne va pas remettre en question ou remettre en cause l'équilibre de l'économie. Et donc, nous le disons haut et fort. Nous défendrons au niveau européen un corps européen civil de secours et de sauvetage en mer. Là où l'Union européenne a rendu la vie difficile, voire impossible, là où l'Italie a rendu la vie difficile, voire impossible, à des bateaux comme l'Aquarius, qui faisaient un travail simple et le plus humain de porter assistance, eh bien nous disons que c'est à l'Union européenne de le faire. C'est à l'Union européenne de le faire et c'est précisément pourquoi nous défendrons ce corps européen civil de secours et de sauvetage en mer et que nous défendrons tous ensemble parce que c'est finalement une des convictions les plus simples et les plus élémentaires que nous avons. Nous remettrons aussi en cause les accords de Dublin. Vous savez, ces accords qui font que l'Union européenne, ça me fait doucement rire, est souvent une et indivisible sur certains sujets. Elle est indivisible sur les questions migratoires où elle renvoie au premier pays européen dans lequel un migrant est arrivé. Donc un migrant qui passe la frontière européenne pour la première fois en Italie, puis après qui décide d'aller en France, dépose une demande d'exil en France. Au bout de 6 mois, 1 an, elle va peut-être avoir la réponse et on lui dit « Ah non, en fait, là où tu devais déposer ta demande, c'est l'Italie parce que c'est le premier pays là où tu es arrivé en Europe. » Cette personne est renvoyée en Italie, souvent dans des conditions ignobles. Arrivée en Italie, on lui dit « Ah non, 1 an, le délai est dépassé. » C'est une machine à créer des sans-papiers. Et là où l'Europe semble une et indivisible pour parler d'une seule voix, pour rejeter sur les mers au péril de leur vie des migrants, elle est incapable de parler d'une seule voix quand il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale. Elle est incapable de parler d'une seule voix quand il s'agit de lutter contre le dumping social. Elle est incapable de parler d'une seule voix quand il s'agit de mettre en place des règles qui nous protègent tous. Nous pensons que l'Union européenne doit être un outil de protection plutôt que de compétition. Et donc, si elle est capable de parler d'une seule voix pour rejeter à la mer des migrants, peut-être qu'elle pourra demain parler d'une seule voix pour protéger nos acquis sociaux, pour faire de la justice fiscale en Europe et finalement faire revenir la souveraineté populaire sur le devant de la scène. Alors, je ne vais pas être plus longue et je vais en conclure là. On nous dit souvent la souveraineté populaire, c'est le repli sur soi. C'est le repli sur un petit groupe de personnes, c'est la défiance, les États, les uns vis-à-vis des autres. Et moi, je vais vous dire, la souveraineté populaire, c'est l'essence même de la démocratie. Et notre projet européen, je vous l'ai dit, c'est un projet qui est partagé par des partenaires partout en Europe. Cette souveraineté populaire, c'est pas parce qu'elle est populaire qu'elle n'est pas partagée avec d'autres États, avec nos alliés de Podemos en Espagne, comme je le mentionnais, nos alliés du Bloco au Portugal. Et notre projet, il propose au contraire de nouvelles formes de solidarité, de nouvelles formes de coopération. Et nous pensons que, contrairement à l'austérité proposée par les marchés qui sont court-termistes, on peut construire des projets, des coopérations
sur des enjeux de long terme qui intéressent vraiment les gens, qui sont primordiaux, par exemple le climat, par exemple la justice sociale et fiscale. Finalement, ne pas agir comme si les citoyens européens étaient des consommateurs d'un marché, mais plutôt des citoyens acteurs d'un avenir en commun. Ça tombe bien, c'est le nom de notre programme, l'avenir en commun, en Europe aussi. Alors pour finir, je voulais vous dire que vous pouvez... Non, ça je vais vous le dire après en fait. On va d'abord prendre des questions. La dernière petite chose avant que je voulais vous dire quand même... Ouais, il y a un petit mot de Sonia qui vient d'arriver au passage. C'est que l'Union européenne, elle s'est construite pendant trop longtemps à coups de contraintes. On le voit hein, d'ailleurs là, Emmanuel Macron, dans le début de la campagne pour les européennes, dit « c'est moi ou le chaos ». Ça nous rappelle un petit peu quelque chose. Comme s'il était le seul sauveur de l'Union européenne. Mais il faut le dire et le répéter, l'Union européenne va à sa perte de cette manière-là, si elle continue à bafouer la souveraineté populaire et si elle continue à se construire contre les volontés du peuple. Il est temps que ça change, tant que le pouvoir passe des mains de quelques-uns à celles de toutes et tous ici dans cette salle, mais aussi à tous ceux qui, le 26 mai, vont aller voter, j'espère, en nombre, pour que l'on puisse construire ensemble cet avenir en commun, que la décision, finalement, sur des choses de notre vie du quotidien, ne soit plus entre les mains des marchés, mais soit entre les mains des peuples, parce que la souveraineté populaire, c'est l'essence même de la démocratie. Je l'ai dit, mais j'y crois plus que jamais, et c'est aussi le sens, pour moi, de franchir le pas pour la première fois de cet engagement politique. Et je suis sûre que nous allons prouver, en nous mobilisant en masse pour le 26 mai, et après aussi pour bâtir d'autres formes de coopération en Europe, que cet avenir en commun, il est possible et que l'on pourra changer ce bafouement perpétuel et répétitif de la souveraineté populaire de ces dernières années, et c'est avec plein d'enthousiasme que je vous le dis. Je voulais aussi faire passer la parole pour un petit mot à une autre candidate locale. On fait un peu l'union de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ici. Donc Sonia qui est candidate à Grasse et qui va vous dire un petit mot. Merci Manon, merci, bonsoir à tous. Merci à tous d'être parmi nous ce soir. Effectivement, je viens de Grasse et je m'excuse de ce retard. Et je me suis dit qu'en prenant l'autoroute, je vais peut-être arriver à l'heure et puis finalement rater. Manon parlait il y a quelques instants, elle a abordé quasiment tous les sujets, et notamment celui de la souveraineté populaire. On n'est pas venu... Je passe le micro ? Ouais. On va y arriver. On ne nous a pas consultés en 1952 lorsqu'ils ont privatisé le réseau autoroutier français. Et donc là, je constate, une petite anecdote toute fraîche, que les prix du péage d'Antibes a augmenté. Et le gouvernement, évidemment, veut mettre ça sur le dos des gilets jaunes, alors que je suis sûre qu'en une journée, ils peuvent absolument rembourser les barrières cassées, etc. Le gouvernement est sourd et aveugle aux revendications des gilets jaunes, mais autorise et permet, grâce à la privatisation de nos services publics, l'augmentation des tarifs. Donc avant-hier, c'était le réseau autoroutier français. Hier, la marchandisation de la santé. Aujourd'hui, d'un revers de main, le référendum d'initiative citoyenne. Demain, peut-être l'école. Donc, nous devons nous faire entendre. Nous souhaitons absolument récupérer la souveraineté, la parole du peuple doit peser dans le débat national. Très fort, pardon. Ouais, très fort, beaucoup de colère aussi. Dans le débat national, très bien, et dans le débat européen. Merci à tous et très bonne réunion.